bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. Séjour du président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé à Astana, au Kazakhstan. Une visite officielle à l'invitation de son homologue Kassim-Jomart Tokayev. Ce premier déplacement du chef de l'État consacre une nouvelle ère de coopération entre les deux pays. Rencontre B2B entre les opérateurs économiques togolais et allemands à Lomé, rencontre à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et partenaires, c'est pour renforcer la coopération économique des deux pays. Et puis l'archivage des documents relatifs au marché public et leurs conditions de conservation, l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP a initié une session de formation au profit des personnes responsables des marchés publics ce matin à Lomé afin de mieux les outiller. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce lundi. Nous ouvrons ce journal avec la visite officielle du chef de l'État au Kazakhstan. Le président de la République, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, est arrivé ce 27 novembre 2023 à Astana, au Kazakhstan, pour une visite officielle à l'invitation de son homologue, son Excellence Kassim-Jomart Tokayev. Ce premier déplacement du chef de l'État togolais en terre kazakh consacre une nouvelle ère de coopération entre le Togo et le Kazakhstan. Les présidents Faure Eswazimna Gnassingbé et Kassim-Jomart Tokayev vont s'entretenir sur des sujets d'intérêt commun relatifs notamment aux investissements, au commerce, à l'énergie, au transport, à la logistique ainsi qu'à l'agriculture. Ils aborderont également des questions liées au développement du continent africain, aux défis économiques, à la lutte contre les changements climatiques et à la promotion de la paix et de la sécurité dans les différentes régions du monde. Durant son séjour, le chef de l'État visitera des sites socio-économiques et institutionnels du pays. Pour rappel, les deux dirigeants avaient, au cours d'un échange téléphonique en octobre dernier, défini les modalités de renforcement de cette coopération dans l'intérêt de leurs populations respectives. Le Conseil des ministres s'est réuni ce 25 novembre sous la houlette du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé. Le Conseil des ministres a examiné 2 projets de loi et écouté 2 communications. Le compte-rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Yawa Kuigan. Compte-rendu du Conseil des ministres du 25 novembre 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni ce samedi 25 novembre 2023 sous la présidence de son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil des ministres a examiné 2 projets de loi et écouté 2 communications. Au titre des projets de loi, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi organique déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état de siège et de l'état d'urgence en République togolaise. Les pouvoirs publics disposent généralement de divers mécanismes leur permettant d'étendre leur pouvoir d'action pour faire face aux situations de crise. Ainsi, dans notre pays, la Constitution du 14 octobre 1992 prévoit 2 régimes de crise que sont l'état de siège et l'état d'urgence. L'état de siège est un régime restrictif de liberté publique applicable en cas de menace étrangère ou d'insurrection. Il autorise de façon temporaire l'accroissement du contenu des pouvoirs ordinaires de police, la possibilité d'un dessaisissement des autorités civiles au profit des autorités militaires, ainsi que l'élargissement de la compétence des tribunaux militaires. L'état d'urgence est le régime applicable
lorsqu'il y a un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Il prévoit, toujours à titre temporaire, le renforcement des pouvoirs confiés à l'autorité administrative pour garantir la sécurité et l'ordre public et la limitation proportionnée de l'exercice de certaines libertés publiques. Conformément à la Constitution, c'est une loi organique qui fixe les conditions de mise en œuvre de l'état de siège et de l'état d'urgence. C'est dans cette optique qu'est adopté le projet de loi organique déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état de siège et de l'état d'urgence en République togolaise, qui permettent au gouvernement de disposer d'un cadre légal pour la prise de mesures efficaces et contrôlées, comme celles rendues nécessaires dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et la mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions relatives à l'état de siège pour faire face notamment aux risques sécuritaires. En effet, la situation sécuritaire dans la sous-région est marquée ces dernières années par l'apparition et l'intensification des attaques menées par des groupes terroristes et extrémistes violents dans les pays du Sahel. À ces nouvelles menaces s'ajoutent des catastrophes naturelles et des crises de toutes sortes. Ce projet de loi organique procure donc les moyens nécessaires à l'administration pour faire face à ces défis tout en assurant un juste équilibre entre la préservation des libertés publiques et individuelles et la sauvegarde de la paix, de la sécurité, ainsi que la protection de la santé publique et de l'ordre constitutionnel. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi organique modifiant la loi organique numéro 2019-024 du 26 décembre 2019 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social. La mise en application de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social en vue de l'opérationnalisation de cette institution de la République, a révélé quelques insuffisances, notamment relatives à la pertinence des dispositions concernant la désignation des membres, leur répartition par secteur d'activité et leur mode de rémunération. Dans le but de remédier aux difficultés d'application qui en résultent, le présent projet de loi précise les attributions du Conseil économique et social, actualise le mode de désignation et les secteurs de provenance de ses membres, incluant le public, le privé et la société civile, et détermine les modalités de fixation de leurs indemnités. L'adoption de la loi organique modifiant la loi organique numéro 2019-024 du 26 décembre 2019 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social permettra à notre pays de rendre le Conseil économique et social opérationnel en procédant à la désignation de ses membres. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une première communication relative à l'audit du fichier électoral de 2023 pour l'organisation des élections régionales et législatives, présentée par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. L'audit externe, effectué du 20 au 27 octobre 2023 par une équipe d'experts de l'Organisation internationale de la francophonie, a conclu que le fichier électoral de 2023, contenant 4
203 711 électeurs inscrits, dont 2 262 396 femmes, soit 53,82%, et 1 941 315 hommes, soit 46,18%, est suffisamment fiable pour permettre la tenue des prochaines élections régionales et législatives dans des conditions de confiance. La proportion des électeurs inscrits au fichier représente 51,9% de la population togolaise dénombrée par le recensement général de la population et de l'habitat de 2022. Il appartient désormais à la Commission électorale nationale indépendante de proposer un chronogramme pour l'organisation des élections régionales et législatives. Le Conseil des ministres a écouté une deuxième communication relative à la situation sécuritaire nationale présentée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La situation sécuritaire sur le plan national est tributaire du contexte régional fortement marqué par la persistance du terrorisme et de l'extrémisme violent et la volonté manifeste des groupes armés d'étendre leur zone d'influence au-delà du Sahel, notamment vers les pays du Golfe de Guinée. On note depuis 2016 l'intensification et la multiplication des attaques dans plusieurs pays. Au Togo, la première attaque terroriste à Sanloaga dans la préfecture de Kpendial en novembre 2021 a été suivie de plusieurs incursions et incidents dans la région des Savanes. Au cours de cette année 2023, notre pays a connu une attaque par embuscade, 11 accrochages avec les groupes armés terroristes, 9 explosions d'engins explosifs improvisés et 20 découvertes et neutralisations d'engins explosifs improvisés. Durant la même période, nous déplorons 31 morts, dont 11 civils, 29 blessés et 3 disparus. Ainsi, notre pays a, le 23 novembre 2023, renforcé le cadre réglementaire de mise en œuvre du programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés qui permettra d'étendre à l'ensemble du territoire national l'approche globale et holistique précédemment mise en œuvre dans la région des Savanes. Le président de la République a instruit le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures pour permettre d'organiser les prochaines élections au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année 2024, en tenant compte de la persistance des défis sécuritaires pour garantir à tous, candidats, électeurs et citoyens, la sécurité nécessaire sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Lomé, le 25 novembre 2023, le Conseil des ministres. Voilà pour le Conseil des ministres de ce jour. Écho à présent de la foire internationale de Lomé, carrefour commercial par excellence, à côté des grandes entreprises et des exposants qui disposent de stands. D'autres activités lucratives sont menées sur le site du CETEF. Un nid d'opportunités que chacun essaye de saisir à sa manière. Clarisse Aticlé. Boukari est un artisan. Il a parcouru pratiquement 950 km pour venir exposer ses produits. Une aubaine que lui offre le grand rendez-vous commercial de Lomé. C'est la foire de toutes les opportunités. Opportunités d'affaires, d'échanges, de partage, bref, du donner et du recevoir. Moi, je viens du Burkina Faso. Ce n'est pas ma première fois de participer à la foire Togo 2000. Les Togolais s'intéressent beaucoup à nos articles, les pains tissés,
et les crocodondas teintés, les pétékéli. Bon, chez nous, on appelle ça bénac, mais chez vous, vous appelez ça pétékéli. Donc, c'est ce qui nous motive chaque année de venir à la foire de Togo 2000. Présent également à la 18e foire internationale de Lomé, le jeune artiste Topo, pinceau à la main, regard serein, décore des visages. Ils sont nombreux sur le site, saisissant chaque fois l'occasion de cette fête foraine pour montrer leur talent et se faire un peu de sous. On gagne un peu d'argent et ça nous aide aussi. Une fois que tu fais à une personne, d'autres personnes vous abordent. Donc ça veut dire que les clients aiment ça. La foire pour nous, ça représente un lieu de rencontre, un lieu de courtoisie. Et là, on peut dire qu'on trouve aussi des clients qui nous appellent après la foire Togo 2000. Je suis artiste, donc comme la foire c'est une très grande opportunité, pourquoi ne pas la saisir? L'unité est à 500 francs, pour les petits c'est à 300 francs. Et les clients apprécient de la plus belle manière. Je trouve les traits assez originaux et ça m'a plu, j'ai voulu le faire. Là, c'est un peu du vert, c'est encore un peu pour signifier l'environnement parce que ça ressemble à une plante, c'est trop joli. Et puis là, c'est juste des points un peu à l'africaine. Il m'a dit de lui faire confiance et je lui ai fait confiance et c'est bon, j'ai beaucoup aimé. La foire internationale de Lomé permet aux très petites et moyennes entreprises de faire de bonnes affaires en fin d'année. Pour ceux qui veulent immortaliser leur passage à la foire, Cartier et ses collègues photographes offrent leurs services. La photo a combien à 500. Avec 5 minutes, c'est déjà fini, c'est calé. Nous sommes venus pour avoir des occasions, pour faire beaucoup de bénéfices. On se sympathise, on crée aussi de nouvelles relations. On parle aussi de nos entreprises aux visiteurs. D'année en année, la foire internationale de Lomé reste et demeure la foire de toutes les opportunités. Pour la 18e édition, plus de 1000 exposants venus de 11 pays participent à cette grande messe commerciale qui se veut aussi un rendez-vous de découverte. Rencontre B2B entre les opérateurs économiques togolais et allemands cet après-midi à Lomé. La rencontre est à l'initiative de la CCI Togo et l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, une mission privée d'entreprises allemandes. Les opportunités de partenariat et d'investissement, c'est bien ce que recherchent les deux pays à travers cette réunion. Christine Pété-Kialoudé. Échange des chefs d'entreprise allemands et togolais. Les centres d'intérêt, les opportunités et possibilités de financement, d'affaires et de réseautage. L'ONG Ami des étrangers au Togo et Cool Solar sont dans les énergies renouvelables. Elles sont ici à la quête de nouveaux partenariats. Il y a des produits d'irrigation agricole. Il y a des produits également de fabrication d'huile bio. Et ils fabriquent également des produits, des composts pour l'agriculture et aussi des aliments pour les animaux. C'est un domaine de prédilection dans mon organisation. L'avantage de cette rencontre est que, hormis les promesses, les entreprises locales ont la possibilité directe de coopérer avec les entreprises allemandes. Le groupe Willosi est aussi présent. C'est l'un des fournisseurs mondiaux de pompes et de systèmes de pompage pour les bâtiments, la gestion de l'eau et l'industrie. C'est une ouverture pour nous de faire des rencontres, de voir quelles sont les possibilités que nous avons pour du business entre les compagnies allemandes et les compagnies togolaises. Aujourd'hui, moi étant dans la logistique et dans le transport, c'est une aubaine pour moi de rencontrer ces sociétés qui sont productrices et qui sont dans l'industrialisation. L'amélioration continue du climat des affaires, la paix et la sécurité, des facteurs qui incitent l'Allemagne à coopérer avec le Togo. Le gouvernement fait beaucoup de progrès, il y a des planifications, il y a des infrastructures. Et si on parle du port de Lomé, donc ce sont des possibilités de pouvoir travailler ici. Il y a aussi l'éducation. Donc on vient, on voit des gens sont
formés. On a besoin de la sécurité pour les investisseurs, la sécurité de propriété. Donc nous voyons tout ça là au Togo. Construire une industrie plus forte, levier de croissance et de développement économique, c'est la vision du chef de l'État. Cette initiative, selon la CCI Togo, s'insère bien dans cette vision. Pour nous, c'est vraiment à nouveau pour faire renaître au niveau des entreprises togolaises ou des opérateurs économiques togolais cette force de la qualité du travail allemand. Les entreprises qui sont arrivées, vous avez vu, c'est de grandes entreprises allemandes. Vous avez Siemens qui est là, vous avez Bosch. Vous avez, par exemple, le système énergie en conteneur. Pour nous, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le monde doit se construire chez nous. Après cette rencontre, tout opérateur économique qui souhaite rentrer en contact avec son homologue étranger peut s'adresser à la CCI Togo. Un service qui favorise le contact y est désormais disponible. Intéressons-nous maintenant à l'archivage des documents relatifs au marché public et leurs conditions de conservation. Ces documents constituent une base factuelle en cas d'audit. Pour mieux les conserver, l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, et la Direction nationale de contrôle de la commande publique ont convié tous les acteurs concernés à une session de formation ce matin à Lomé. Abidé Nyassimbe. Tout est parti d'un audit fait à une quarantaine d'autorités contractantes des administrations partenaires de l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, sur leur méthode d'archivage des documents issus de la gestion des marchés publics. Surprise, aucune de ces autorités contractantes n'a respecté le principe. Les rapports de conformité commandités par l'institution sont unanimes. Il y a déficit en matière de conservation de documents. Pour aider les personnes responsables des marchés publics au respect du Code 103 et 104 du Code des marchés publics, elles sont conviées ici à une rencontre de partage et de formation à l'initiative de l'ARCOP. L'archivage permet aux administrations en charge donc, de la passation des marchés publics de disposer de preuves probantes afin de se dédouaner donc, de tout soupçon. Il était très important pour nous de les inviter, de leur rappeler cette obligation. Donc il y a eu un partage de belles expériences avec certains experts qui font donc, la conservation donc, de ces documents dans le cadre des projets financés par les partenaires. De recueillir également les difficultés que les autorités contractantes observent dans le cadre de la conservation de ces différents documents. Même si la quasi-totalité des autorités contractantes éprouvent des difficultés pour assurer convenablement l'archivage des documents relatifs au marché public, l'ARCOP reste ferme. L'acte reste important, et ce pour 10 ans, à compter de la date de réception définitive des prestations. Et il peut être difficile de garder une trace de tout et il est facile de perdre des documents importants. Et c'est là que l'archivage de documents entre en jeu. Conformité avec la législation, meilleur fonctionnement de l'entreprise, les raisons de conserver des archives privées et publiques ne manquent pas. Abidé Nyassimbe nous en dit davantage. Protéger ses droits en cas de contentieux, justifier ses activités lors d'un contrôle, l'archivage de documents est bien plus qu'une simple contrainte légale. L'action répond à des enjeux essentiels en permettant un accès rapide à l'information. Et pourtant, cette procédure, preuve importante dans le fonctionnement des institutions, est souvent ignorée par des archivistes. C'est le cas des personnes responsables des marchés publics dont la conservation des documents est quasi inexistante. Les AC ont pour obligation de conserver les documents de passation pour 10 ans après réception de ces prestations. Donc, étant donné que ces AC, ces autorités contractantes sont soumis aux audits de façon régulière par l'autorité de régulation de la commande publique, il importe aux
personnes responsables des marchés publics, chargées de mettre en œuvre des procédures de passation des marchés publics, d'instruire leur équipe, en particulier les cellules de gestion des marchés publics, pour mettre en œuvre l'archivage dans le cadre des marchés publics. Il suffit simplement de ne pas trouver certains documents qu'on puisse déclarer qu'il y a défaillance au niveau de la passation des marchés. Donc c'est pour cela que l'archivage revêt un caractère important pour chaque autorité contractante pour faire face à tout audit et à toute demande. L'action nécessite la mise en place d'un système fiable et efficace de classement de ces documents de passation de marché. Pour archiver, il y a un mécanisme assez simple. D'abord, il faut disposer d'un local. Dédier une personne à l'archivage. Et ensuite, à chaque étape de processus de passation d'un marché, il faudrait archiver cette étape-là avec des normes bien précises, à savoir l'étape de lancement de la procédure elle-même, toute la documentation qui va avec, le dossier, les lettres signées, les validations des organes de contrôle, les preuves de paiement, et les différents rapport d'avancement de chantier pour un marché de travaux, tout rapport lié aux mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Donc voilà, en gros, les éléments, en résumé, les éléments qu'on peut avoir au niveau de l'archivage des marchés. Si l'archivage physique garantit la conformité des documents et permet de mieux gérer les risques, il y a également des contraintes, notamment la gestion de l'espace. Le numérique est ainsi préconisé, mais également sous réserve. Tout autre chose est direction Chevier où s'est tenue une séance de formation de jeunes chercheurs sur l'agroforesterie et la fabrication de compost ou biofertilisants. Objectif leur permettre de maîtriser les techniques de l'agriculture intelligente face au changement climatique. Gisèle Kozona. Pour une agriculture durable et prospère au Togo, l'Institut togolais de recherche agronomique s'engage à inciter les jeunes à optimiser la productivité des sols. Sur une période de 5 jours, ces jeunes chercheurs se plongeront dans l'apprentissage de l'agroforesterie et de la production de compost. Dans le contexte actuel, c'est l'agriculture qui peut sauver l'économie togolaise. Cette agriculture est confrontée à de nombreux problèmes avec les utilisations des engrais chimiques. Sous l'impulsion de la commission de la CEDEAO, l'ITRA a initié cette formation pour outiller les jeunes dans une thématique très intéressante qui est celle de la fabrication des composts. Pour sortir de cette formation, que ces jeunes soient capables d'installer une plateforme de production de compost pour relever le défi de l'heure qui est celui d'enrichir le sol togolais pour une agriculture durable. Les participants bénéficieront d'une formation complète alliant théorie et pratique avec l'exploration de 5 modules essentiels tout au long de la session. Pour le compostage, nous avons essentiellement 3 modules. Le premier module, ce sera pour se familiariser avec les concepts, les petites définitions. Le second module, c'est comment fabriquer le compost. C'est là on mettra vraiment la main à la pâte. Et le troisième module, c'est comment l'utiliser. Et pour l'agroforesterie, nous ferons de même. Il y aura un module pour les petits concepts et les différentes pratiques d'agroforesterie qui existent. Nous aurons dans 5 jours à consacrer une journée pour la visite du terrain. Soutenu par la CEDEAO et d'autres partenaires, l'ITRA travaille activement à travers cette rencontre pour accroître l'employabilité des jeunes dans le domaine agricole et agroalimentaire au Togo. Environnement toujours et les activités liées au projet Waka Recip, projet de protection côtière pour stopper l'érosion. Un document a été élaboré après 4 jours de travaux, document évalué et validé par les techniciens et autres personnes ressources. Marie-Thérèse Nabédé, reportage présenté par Sandra Aziabé. C'est une séance purement technique d'évaluation et de validation du sous-projet de protection côtière à Gbodjomé, à Gbodrafo, Goumkopé, y compris le remblayage du bras lagunaire d'Aneko.
Ici, le rapport des activités menées dans ces zones ces derniers jours est sommairement présenté. Waka et Ange ont mis donc à la disposition donc, du public les rapports d'études environnementales et sociales qui sont une phase très importante pour le projet. Nous ne pouvons pas commencer les travaux tant que, surtout les problèmes de dédommagement ou les travaux à impact ne sont pas résolus. Donc, durant toute la semaine, nous avons consulté le public pour qu'ils aussi réagissent par rapport à cette étude environnementale et sociale. Et nous sommes satisfaits de la participation partout où on est passé. À la suite de la présentation du rapport des activités, les experts échangent. Un débat bien nourri pour recueillir les diverses suggestions qui permettront de mieux harmoniser le contenu du document. Tous les invités sont en train d'intervenir de façon favorable pour valider le rapport. Donc nous pensons qu'après cette phase, nous allons rentrer dans la phase importante. Nous allons envoyer le rapport aux partenaires financiers, la Banque mondiale. Une fois que ce sera validé, donc nous allons mettre en œuvre les dédommagements. Le document ainsi validé, les travaux de protection côtière contre l'érosion dans les zones ciblées vont démarrer dans les prochains jours. La côte de la ville d'Anéro a bénéficié de cette protection il y a déjà 9 mois. Ce 27 novembre, c'est le jour du chou-fleur, une célébration culinaire et culturelle pour rendre hommage à ce légume de la gastronomie mondiale. Un légume bon pour le cœur, selon les spécialistes. Et ce soir, nous avons choisi de vous faire découvrir le chou-fleur et ses bienfaits pour la santé dans ce dossier réalisé par Marie-Thérèse Nabédé et Sandra Aziabé. Ce légume est une variété de chou cultivé comme plante potagère, communément appelé chou-fleur. S'il est une denrée méconnue pour la plupart d'entre nous, certains par contre le maîtrisent parfaitement. Ce 27 novembre, le chou-fleur est célébré pour son rôle vital dans l'alimentation. En ce jour spécial pour le monde de la gastronomie, les nutritionnistes nous amènent à redécouvrir ses bienfaits. Et sur le plan nutritionnel, le chou-fleur renferme assez de nutriments. C'est un antioxydant qui réduit les dommages inflammatoires causés par le stress. Ça améliore plutôt les effets antitensionnels et ça améliore l'activité du cœur. Le chou-fleur contient également du sulforaphane, un nutriment essentiel qui combat le cancer de différentes manières. Au niveau de la provitamine A, c'est par rapport à la santé des yeux. Alors, celui qui consomme un aliment qui est riche en provitamine A aura moins de visibilité floue du chou-fleur. Pour 100 grammes, vous avez au moins 50% de la quantité de vitamine C recommandée. Si vous entretenez votre cœur à travers votre alimentation, vous allez avoir une santé circulatoire qui sera très bien dans les histoires d'hypertension artérielle, de crise cardiaque et autres. Le chou-fleur est riche en fibres et en eau. Peu calorique, il purifie également le foie. Ce légume a un indice glycémique bas. C'est recommandé à tout diabétique de consommer beaucoup de fibres. Les fibres vont ralentir le passage du sucre de l'intestin dans la circulation sanguine. C'est le facteur fibre qui est en jeu ici dans l'aide portée aux diabétiques. Pour garder sa texture et après sa consommation, pour qu'il soit plus digeste, on recommande de le blanchir, c'est-à-dire le faire bouillir dans de l'eau salée pour un court temps. Le chou-fleur peut être particulièrement recommandé en cas de surpoids ou de diabète. Découverte et redécouverte du chou-fleur. Religion avec la fête du Christ roi ce dimanche 26 novembre. Elle clôt le cycle de l'année liturgique, un des grands moments de la vie de Jésus-Christ. Messe et processions ont marqué l'événement au Togo, tout comme dans le reste du monde. Sandra Ziabé.
Les fidèles chrétiens catholiques ont convergé dans les rues de Lomé pour la solennelle procession du Christ roi de l'univers. Cet événement, porteur d'une profonde signification, témoigne de leur foi et proclame au monde entier la souveraineté du Christ. Du Christ roi, comme son nom l'indique, témoigne que le Christ est roi de l'univers. Il est roi de l'univers et nous lui devons du respect. C'est pourquoi, lors de cette procession, nous le glorifions avec joie et avec tous les honneurs qui sont dus. C'est très important de proclamer dans nos rues, dans les rues de tous les pays, que sa royauté s'étende dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos activités. Au premier reposoir, tous s'inclinent devant le roi des rois. Instant ponctué des prières, des actes d'adoration et des louanges. L'atmosphère vibrante de dévotion empreint chaque participant d'une connexion spirituelle profonde. L'assemblée se recueille pour écouter la parole de Dieu tirée de l'évangile de Saint Jean. La communion spirituelle atteint son apogée, enveloppant les fidèles dans la solennité en ce moment sacré. Ce passage nous éclaire et nous confirme que le Christ est roi. Oui, c'est après sa résurrection d'entre les morts qu'il a affirmé cela. Il règne. Acceptes-tu que Jésus règne dans ta vie? Nous devons tout lui abandonner sans réserve pour qu'il règne totalement dans notre vie. Cette fête revêt une importance particulière pour les chrétiens catholiques. Elle symbolise la royauté universelle de Jésus. Célébrée avec ferveur à travers le monde, elle témoigne de l'unité spirituelle de la communauté chrétienne dans sa reconnaissance du règne du Christ. Cette fête est un signe pour les fidèles chrétiens de savoir que le Christ, notre roi et Seigneur, règne sur l'univers. La fête du Christ roi pour nous est un motif d'orgueil. Il est roi des rois. Il règne non seulement sur les êtres humains, mais il règne sur le monde physique, spirituel. La célébration du Christ roi de l'univers marque la conclusion de l'année liturgique en cours. Ainsi, une année liturgique prend fin et l'année suivante, marquée par le cycle liturgique B, s'amorce dès le prochain dimanche, inaugurant le premier dimanche de l'Avent. C'est un temps où les chrétiens catholiques se plongent dans l'attente joyeuse de l'avènement du Christ, l'Emmanuel promis. Vous suivrez tout à l'heure, à la fin de ce journal, la troisième partie du débat contradictoire entre la Cour des comptes et le gouvernement sur l'audit des fonds Covid, exercice 2020. Les discussions ont porté sur des questions relatives au mécanisme de la commande publique en vigueur durant la période de gestion du Fonds de riposte et de solidarité Covid-19. Merci de votre attention. Très belle soirée à vous.